Bonjour, je suis Dr Bali, je suis médecin radiologue en imagerie médicale, CHU Parnay. Je suis très contente aujourd'hui et fière d'être parmi vous et je remercie d'ailleurs les organisateurs de m'avoir invitée. C'est juste, je vais essayer de vous expliquer un petit peu de la place du scanner multicoupe dans la stratégie diagnostique des cardiopathies congénitales. En fait, les cardiopathies congénitales restent un problème cardiaque majeur dans la population pédiatrique. Bien sûr, devant toute suspicion de cardiopathie congénitale, le premier examen à demander, c'est l'échographie, c'est l'imagerie de choix. Et dans la majorité des cas, les cardiologues, ils arrivent à faire le diagnostic. Toutefois, il faut savoir que l'échographie, elle peut être limitée par une fenêtre acoustique qui est étroite. Parfois, elle a mal à détecter des anomalies extracardiaques. Et bien sûr, c'est une technique qui est opérateur dépendant. Le deuxième examen qui est demandé usuellement, c'est l'angiographie. Je parle surtout de l'angiographie, non l'angiographie interventionnelle, mais par contre l'angiographie diagnostique. Ça reste une technique qui est invasive. Elle donne des images planes, donc il y a une superposition des structures vasculaires. Donc ça ne permet pas de nous donner une visualisation en 3D des anomalies vasculaires, contrairement à l'imagerie en coupe, à savoir la TDM et l'IRM, qui sont deux techniques non invasives et elles permettent de donner une imagerie tridimensionnelle des anomalies, qui est une imagerie importante pour le chirurgien afin de planifier son geste chirurgical. Donc le scanner, il arrive en deuxième intention dans les cardiopathies congénitales. En fait, grâce à sa bonne résolution spatiale, il permet de faire une étude qui est extrêmement précise des structures cardiaques et vasculaires et pour faire un bilan péropératoire le plus précis possible, et il permet de faire aussi le suivi évolutif. Donc je vais passer sur le rappel anatomique, la physiopathe et la circulation fœtale parce que je pense que vos connaissances, elles sont beaucoup plus meilleures que la mienne. Et je vais attaquer la réalisation pratique de l'examen scanographique. En fait, une fois le patient arrive au service, il va être pris par une équipe avec un médecin réanimateur et un technicien anesthésiste pour le préparer, pour voir s'il y a des contre-indications ou pas. Généralement, si l'enfant est tout petit, un nourrisson, on fait une contention. Par contre, s'il est agité, on préconise une prémédication et dans notre service, on utilise de l'hypnovèle. Pour ce qui concerne le produit de contraste, c'est un agent de contraste iodé-ionique. Et pour le cathé, ça dépend. Le petit enfant, généralement, on utilise du 22-24. Le grand enfant, entre 20 et 22. Pour ce qui concerne le débit et la technique utilisée, c'est le pulse tracking, c'est-à-dire on va mettre le ROI au niveau de la structure vasculaire qu'on veut analyser et par la suite, on va déclencher l'acquisition. En ce qui concerne un petit mot sur la synchronisation cardiaque, il faut savoir que déjà le scan est radiant. La synchronisation cardiaque, on doit l'utiliser qu'en cas où on recherche vraiment une anomalie d'implantation de coronaire pour éviter un accroît de dose irradiante pour l'enfant. Donc ça, c'est quelques paramètres pour l'acquisition. Donc à la fin de l'acquisition, on va avoir des coupes axiales et en fait, on ne peut pas faire le diagnostic d'une cardiopathie congénitale uniquement sur des coupes axiales, c'est très difficile. On a besoin de reconstruction multiplanaire reconstruction qui va nous permettre, nous, d'analyser les différentes structures cardiaques et extracardiaques ainsi que la jonction, les jonctions, les connexions, ainsi que voilà, la jonction et les connexions des différentes structures cardiaques. Les reconstructions MIP sont intéressantes pour pouvoir voir exactement les troncs de l'artère pulmonaire, les bronches pulmonaires, ainsi que l'oreillette gauche, les différentes veines pulmonaires. En fait, c'est des images, je pense que les chirurgiens ont besoin pour pouvoir un petit peu planifier leur geste chirurgical, ainsi que concernant les volume rendering, parce que ça permet de donner une image en 3D. Voilà, ça nous permet de donner une image 3D des différentes structures cardiaques et ça permet bien sûr au chirurgien de voir à peu près ce qu'il a à faire. Donc j'insiste sur l'irradiation parce que c'est une population pédiatrique, c'est des enfants. Donc nous, en principe, on utilise le principe de ALARA, c'est-à-dire as low as reasonable achievable, c'est-à-dire on va utiliser la dose d'irradiation la plus faible possible pour obtenir une image de qualité diagnostique et éviter d'irradier l'enfant pour rien du tout. Donc généralement, on fait attention, on utilise différentes méthodes pour éviter d'irradier l'enfant.
Donc là, je vous fais un tableau juste pour voir un petit peu, comparaître les différentes techniques concernant leurs avantages, leurs inconvénients. En fait, l'échographie, j'ai dit que c'est l'examen de première intention et qu'en la majorité des cas, on arrive à faire le diagnostic des cardiopathies congénitales. Cependant, elle est limitée par la fenêtre acoustique étroite et elle est opérateur dépendant. Contrairement, en fait, l'angiographie, on a le risque que pour utiliser le produit de contraste, c'est une technique invasive avec risque de morbidité. Et en plus, le temps d'acquisition est très long avec, il y a le risque, bon, parce qu'en plus, c'est une technique qui est irradiante. Concernant le scanner, certes qu'on utilise le produit de contraste et c'est irradiant. Par contre, on n'est pas limité par le fenêtre acoustique, on arrive à voir tout ce qui se passe, surtout tout ce qui est en dehors du cœur, les vaisseaux, ainsi que le parenchyme pulmonaire et les bronchus et la trachée qui sont indispensables à certains moments à analyser, et avec une bonne résolution spatiale. Alors, concernant le scanner IRM, en fin de compte, pourquoi on utilise plus le scanner par rapport à l'IRM, c'est que le scanner reste plus disponible par rapport à l'IRM. Pour ce qui concerne le scanner, c'est tous les âges. On peut faire le scanner à tous les enfants, n'importe quel âge. Par contre, l'IRM, on préfère que l'enfant soit coopérant parce que, en fait, c'est un examen qui nécessite une anesthésie générale. C'est chez tous les tout petits et ça prend énormément de temps, parfois jusqu'à 1 heure, par rapport au scanner qui est un examen qui est dans le temps d'acquisition et que de quelques secondes, et avec les scanners de plus en plus multibarrettes du 62, 320, le temps est encore plus court. Alors, pour ce qui concerne le problème d'allergie au scanner, bien sûr, il faut toujours voir s'il n'y a pas un problème d'allergie au contraste. Alors, je voulais juste préciser une chose. En fait, si on veut analyser le thorax, les gros vaisseaux, les bronches, les veines pulmonaires, le scanner, c'est un très bon moyen pour explorer ces structures. Par contre, si on veut analyser vraiment le ventricule, sa fonction, les valves, les shunts et tout, c'est surtout l'IRM. Alors l'indication en général en fait du scanner, c'est surtout pour analyser les axes vasculaires, voir l'étude de l'arbre trachéobronchique, évaluer le retour veineux pulmonaire systémique. Je pense que les cardiologues trouvent une difficulté vraiment à voir le trajet exact de la veine avérente. Bien sûr, évaluer les artères coronaires grâce au gating et faire une évaluation préopératoire des atrésies pulmonaires à septum ouvert, à la recherche surtout des collatérales orthopulmonaires. Voilà, donc en général, on se résume. Si on veut voir la morphologie intracardiaque, il faut faire l'IRM, car le scanner, il faut vraiment faire le gating et c'est très irradiant pour les enfants. Par contre, si on veut voir l'aorte, les artères coronaires, il faut mieux indiquer le scanner. Alors, comment interpréter, en fait, une fois qu'on a l'acquisition pour interpréter les cardiopathies, c'est pas si évident que ça. On va utiliser l'approche de pas segmentaire décrite par Van Praag. Donc, on va d'abord voir la position des auricules, c'est-à-dire le situs. Et on commence par le situs solitus, c'est l'état normal, c'est-à-dire, en fait, il faut reconnaître sur les coupes scanographiques l'aspect du ventricule gauche par rapport au ventricule droit, car le ventricule gauche, il est étroit avec un aspect en doigt de gant. Par contre, avec une base d'implantation par rapport à l'auricule gauche large. Par contre, l'auricule droit, il est plus large, l'aspect triangulaire, avec une base d'implantation avec l'oreillette droite qui est large. Et là, nous les radiologues, parce que parfois quand la cardiopathie est très difficile, avec une dilatation importante, parfois c'est pas si facile de différencier un auricule gauche d'un auricule droit. Donc on peut s'aider par rapport à la position des organes abdominaux. Donc à l'état normal, la rate et l'estomac sont à gauche, le foie à droite. Et en plus de l'arbre bronchique, à savoir une branche souche droite, elle est plus courte et plus large et se divise rapidement par rapport à une branche souche gauche qui est plus étroite et plus longue. Deuxième, c'est le situs inversus. En fait, on a l'aspect inverse, donc l'aspect de l'auricule droit avec un auricule droit qui se positionne à gauche par rapport à un auricule gauche qui se positionne à droite. La rate et l'estomac à gauche et un foie qui est... le foie qui est à droite avec une rate et l'estomac à droite. Et en ce qui concerne l'arbre bronchique, en fait, on a l'aspect d'une branche gauche à droite avec aspect bilobé et une branche souche type droite à gauche avec un aspect trilobé, en recherchant la petite césure.
En ce qui concerne l'isomérisme, on a soit l'isomérisme ubiquité droite ou gauche, isomérisme droit ou gauche. Donc, en ce qui concerne l'isomérisme de type droit, c'est facile. En fait, il y a une asplénie, il n'y a pas de rate. Et concernant l'étage thoracique, on a l'aspect de 2 branches droites avec l'aspect de 3 lobes à droite et à gauche. En ce qui concerne l'isomérisme gauche, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est difficile d'identifier les auricules quand elles sont dilatées. Par contre, on a l'aspect de polysplénie avec l'aspect de 2 branches souches gauche à droite et à gauche. Donc, en résumé, un isomérisme droit, c'est 3 lobes pulmonaires et une asplénie. Un isomérisme gauche, c'est 2 lobes pulmonaires avec une polysplénie. Donc, la première étape, on a terminé. On a précisé le type de situs. On va analyser les ventricules. Donc, il faut savoir analyser la morphologie des ventricules et évaluer l'arrangement auriculo-ventriculaire. Donc, en général, un ventricule droit, il est plus trabiculé. Il est traversé par des bandes musculaires avec une médiane, c'est la bande modératrice. Et en ce qui concerne le ventricule gauche, il est moins trabiculé avec une surface lisse au niveau, au niveau du septum parce qu'il n'y a pas d'insertion papillaire de la valve atrio-ventriculaire. Et bien sûr, l'oreillette gauche, généralement, c'est elle qui reçoit les différentes veines et c'est elle qui communique avec le ventricule gauche. Et l'oreillette droite, c'est elle qui reçoit la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. La troisième étape, il faut analyser les jonctions ventriculo-artérielles grâce aux reconstructions coronales et des reconstructions sagittales. On voit très bien que le tronc de l'artère pulmonaire est né du ventricule droit et que l'aorte est née du VG. En quatrième étape, on va rechercher bien sûr les anomalies associées, notamment le retour veineux pulmonaire, est-ce qu'il y a des défects septales, les anomalies de l'arc aortique, les anomalies de naissance des trajets des artères coronaires, notamment ce qui concerne les tétralogies de Fallot. On va rechercher s'il n'y a pas une IVA qui naissent de la coronaire droite avec un trajet qui passe au niveau de la région infundibulaire et bien sûr un risque de lésion coronaire au cours d'une ventriculotomie droite. Voilà, je vous montre là l'oreillette gauche avec les différentes veines pulmonaires. On arrive à analyser l'aorte avec les troncs supra-aortiques. On recherche s'il n'y a pas d'anomalie de retour veineux systémique, retour veineux pulmonaire. On voit très bien, on analyse le tronc de l'artère pulmonaire ainsi que ses branches. Et bien sûr, rechercher s'il n'y a pas de défect au niveau du septum musculaire, au niveau du septum ventriculaire ou auriculaire. Bien sûr, on termine notre analyse par... C'est juste pour vous dire que ça, j'ai pu avoir cette image sans gating, pour dire qu'on arrive à voir la naissance des coronaires. Et là, il n'y avait pas d'anomalie, il y avait la coronaire droite, la coronaire gauche, avec le tronc commun, l'IVA et la circonflexe. En dernière étape, c'est la position du cœur et de l'apex cardiaque. Donc, si le cœur, la pointe du cœur regarde vers la droite, c'est une dextrocardie. Si elle regarde vers la gauche, c'est une lévocardie. Donc, concernant la classification des cardiopathies congénitales, j'ai pris une classification selon elle est cyanogène ou non cyanogène. La plus fréquente dans les cyanogènes, c'est la tétralogie de Fallot. Les non cyanogènes, il y a la persistance du canal artériel. Je vais vous montrer quelques cardiopathies congénitales qu'on a reçues au service et je vais vous montrer juste les cardiopathies dont le scanner peut apporter quelque chose par rapport aux autres. Je vous ai dit que généralement les cardiologues ils arrivent à faire le diagnostic aisément. Donc on va voir la tétralogie de Fallot bien sûr. En fait la tétralogie de Fallot, on arrive à voir tous les anomalies sur le plan radiologique. On a la dextroposition de l'aorte qui est à cheval sur les deux ventricules. On a la communication, la CIV haute sous-aortique par malalignement. On a l'hypertrophie au niveau de la région infundibulaire, le rétrécissement artériel ici. Il y a deux formes, il y a celle qui est régulière, donc une seule CIV avec artère pulmonaire non sténosée et pas d'anomalie de naissance, tragédie coronaire. Et la forme irrégulière, surtout il faut rechercher en fait l'intérêt du scanner dans la tétralogie de Fallot parce qu'en fait tous les signes que je vous ai montrés, un cardiologue va le voir. L'essentiel pour nous c'est surtout l'artère pulmonaire, le tronc de l'artère et les branches pulmonaires, leur diamètre au niveau de la portion proximale et distale et bien sûr rechercher les malformations que je vous dis coronaires, notamment l'IVA qui naissent de la coronaire droite. Voilà, là vous avez un aspect hypoplasique du tronc de l'artère pulmonaire.
En ce qui concerne l'interruption de l'arc aortique, en fait, tout ce qui est arc aortique, généralement, le scanner, il arrive à faire le diagnostic. Donc, généralement, c'est une interruption complète de la lumière aortique entre l'aorte ascendante et descendante. On a différents types, le type A, le type B et le type C. Le type A, quand l'interruption se fait entre la subclavière gauche et le canal artériel. Le type B, c'est plus fréquent entre la carotide commune et la subclavière gauche. Le type C, c'est entre le tronc artériel brachiocéphalique et la carotide commune gauche. Comme ce cas, on a des coupes axiales mi-P. On voit très bien qu'il y a une interruption entre l'aorte ascendante et l'aorte descendante, entre l'artère sous-clavière gauche et l'artère carotide commune gauche. Et voilà une image en VRT 3D qui montre l'interruption de la crosse aortique. En ce qui concerne les anomalies des arcs aortiques, leur biologie dépend des travaux des doigts. En fait, on a 6 arcs primitifs qui vont font une jonction entre l'aorte ventrale et l'aorte dorsale. Par la suite, on va avoir une involution du premier, deuxième et du 5e arc. Et les autres arcs avec le sac aortique vont former la crosse, les troncs de l'artère pulmonaire et les troncs supraaortiques. Pour la classification des anomalies des arcs aortiques, on va s'aider du schéma de Coron qui, en fait, selon le site de coupure, on va avoir une anomalie des arcs aortiques. Le site normal de coupure, c'est entre l'aorte descendante et l'artère sous-clavière droite. Donc ça, c'est une aorte qui est tout à fait normale. Les autres sites c'est des sites anormaux. En fait, si la rupture elle se fait entre l'artère sous-clavière droite et l'artère carotide commune droite, c'est la fameuse artéria lusoria. Quand je vous montre ici la crosse de l'aorte et la naissance avérente de l'artère sous-clavière droite en rétrotrachéale. Si s'il y a une persistance des 2 arcs primitifs, des 4e arcs primitifs, on va avoir l'anneau vasculaire, c'est l'aspect de double arc aortique. Si la coupure, elle se fait entre l'aorte descendante et l'artère sous-clavière gauche, et l'artère sous-clavière, entre l'artère sous-clavière gauche et l'artère carotide gauche, on va avoir l'artère sous-clavière gauche rétrotrachéale. Si par contre la coupure elle se fait entre l'aorte descendante et l'artère sous-clavière gauche, on va avoir un tronc commun à gauche. Voilà, je vais vous rappeler sur le double arc aortique, c'est la persistance de 2 arcs aortiques avec une naissance indépendante des troncs supraaortiques. Donc en fait, soit on a les 2 arcs qui sont de même calibre, et c'est l'anneau vasculaire le plus fréquent et responsable de détresse respiratoire et des trésors chez l'enfant. Généralement, l'arc antérieur est plus haut situé que l'arc gauche. L'arc droit est plus haut situé que l'arc gauche. Et soit, on a dit, ils ont le même calibre, soit il y a une hypoplasie de l'arc gauche, voire une atrésie. L'intérêt du scanner aussi, c'est de montrer la compression au niveau trachéal. Et là, on avait un aspect en double d'arc aortique avec un arc aortique gauche qui était hypoplasique et avec une agénésie. Là, c'est un autre cas de double arc aortique. Je vous montre l'image VRT, c'est juste pour vous montrer que c'est des images qui montrent bien les anomalies. En ce qui concerne l'atrésie pulmonaire, c'est une forme extrême de la trialogie de Fallot. Donc on va retrouver tous les anomalies intracardiaques, mais en plus, le plus important, c'est établir une cartographie précise de la vascularisation pulmonaire pour que le chirurgien puisse faire un acte chirurgical de unifocalisation. Donc le stade 1 et le stade 2, c'est pas si important pour le radiologue parce qu'il y a pas de MAPCA. Donc là, il y a une atrésie avec persistance du tronc et il y a un canal artériel qui est persistant. Le deuxième cas où il y a plus de tronc avec les branches, mais ils sont peu ou de calibre normal avec toujours persistance du canal artériel qui les alimente. Les 2 autres cas, type 3 et type 4, ça, sont importants pour le radiologue, afin de rechercher les MAPCA, de donner le trajet des MAPCA, leur calibre, s'ils sont sténosés ou pas, et faire une cartographie précise
S'il y a les artères pulmonaires, bien sûr, leur calibre, elles sont confluentes ou pas, et les MAPCA, exactement leur trajet, leur calibre, est-ce qu'ils sont sténosés ou pas, pour faire une cartographie précise de l'arbre artériel pulmonaire. Donc, je vous ai dit, pour le radiologue, c'est le stade 3 et 4, donc on va retrouver toutes les anomalies intracardiaques déjà susdécrites, mais le plus important, rechercher, il existe ou pas des artères pulmonaires, comme devant ce cas-là, parce qu'en fait, avec la multiplicité des MAPCA, je pense que le cardiologue a difficulté de dire ça c'est l'artère pulmonaire ou pas, bon, je suppose. Hein. En fait, pour nous, c'est plus facile de dire que ça c'est l'artère pulmonaire et c'est proche. En fait, on a deux artères pulmonaires confluentes avec de multiples MAPCA qui naissent de la paroi de la aorte dorsale. Voilà, une grosse MAPCA là qui naissent de la paroi antérieure latérale droite de l'aorte dorsale. Ici, là, elle avait un bancal et par contre là, elle siège, il y a plein de sténoses ici. Je vous montre là des images MPR des MAPCA. Alors les MAPCA, ils peuvent naître aussi des artères sous-clavières, donc on va voir leur trajet exact. Mais le plus important, c'est voir segment par segment la vascularisation des deux poumons. Donc stade 4, on n'a pas d'artère pulmonaire, on n'a pas des branches des artères pulmonaires, il n'y a que des MAPCA. Et la même chose, on va faire une cartographie bien précise des différents MAPCA. Là, je vous dis toujours, on cherche s'il n'y a pas d'anomalie des coronaires. Et là, c'était un cas où il y avait une coronaire droite qui naissait du sinus coronarien postérieur via un ostium commun avec l'artère carotide gauche. Donc la coarctation de l'aorte, c'est un rétrécissement focal du calibre de l'aorte qui est une malformation assez fréquente et ça siège juste au niveau, généralement ça siège au niveau de la région isthmique, c'est la forme la plus fréquente. Elle peut être localisée sous forme de diaphragme ou tubulée. En fait, nous sur l'échope axiale, on voit une disparité de calibre de l'aorte. Plus important, c'est donner le degré de la sténose, l'étendue, le siège par rapport à l'artère sous-clavière, le diamètre de l'artère sous-clavière et le diamètre de l'aorte en aval et en amont. Et bien sûr, préciser la présence des circulations du suppléance qui témoignent de la gravité de la sténose, les artères intercostales ainsi que le développement des artères mammaires. Et là, vous avez une image en 3D de la sténose ainsi que les artères mammaires qui sont bien développées. Donc, je vais terminer un petit aperçu sur l'IRM pour dire l'importance de l'IRM. En fait, l'IRM, elle explore très bien tout ce qui est morphologie du cœur. On a des images en ciné. On voit la fonction, la cinétique. On arrive à voir les valves, s'il y a une fuite, s'il n'y a pas. Donc, on arrive bien à explorer le cœur et les cavités par rapport au scanner. Et là, c'était un cas qu'on a reçu de coarctation de l'aorte au niveau de la région isthmique avec une hypoplasie de la crosse aortique, parce que c'est indispensable de dire le diamètre de la crosse aortique avec les différentes circulations de suppléance et un vide de signal qui témoigne de la gravité, du degré de la sténose. Et puis, toujours, il ne faut pas oublier qu'il y a une association avec une bicuspidie, et c'était le cas de cette patiente, elle avait une bicuspidie associée au niveau de... Non. C'est bon, moi je croyais que ça marchait. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir que le scanner, c'est un examen qui se fait en seconde intention pour explorer les cardiopathies, que c'est une alternative à l'IRM, il permet de faire un bilan préopératoire précis et exhaustif, qui souvent il permet d'éviter le cathétérisme invasif dans le caractère diagnostique et non pas thérapeutique. Mais dans tous les cas, il faut faire attention à l'irradiation. Je vous remercie pour votre attention.